Bonjour, je m'appelle Philippe Biwix, je suis ingénieur et auteur d'ouvrages sur la consommation de ressources naturelles et l'impact environnemental des technologies. Quand on parle de transition énergétique, le sujet de la mobilité des personnes, et en particulier de la voiture individuelle, arrive vite sur la table. Ce secteur consomme essentiellement des carburants issus du pétrole, ce qui en fait un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. En France, par exemple, les émissions de CO2 du secteur des transports représentent environ 30% du total des émissions de gaz à effet de serre, avec la moitié pour les voitures individuelles et l'autre moitié pour les véhicules utilitaires et les camions. Le débat sur l'avenir de la mobilité est souvent virulent. Pour les uns, il suffit de passer aux voitures, aux camions électriques ou à l'hydrogène pour régler le problème, sans remettre en cause notre liberté, notre droit à la mobilité. Pour les autres, la voiture électrique est aussi polluante, voire plus que les voitures thermiques, à cause des quantités de batteries nécessaires. Alors, comment faire la part des choses? Comme tous les dispositifs technologiques, la voiture électrique présente sur le plan environnemental des avantages et des inconvénients. D'abord, c'est vrai qu'elle nécessite plus de métaux, ou des métaux différents des voitures thermiques, comme le cuivre, le néodyme pour certains types de moteurs électriques, le lithium, le nickel, le manganèse ou le cobalt pour différents types de batteries. Nous pouvons espérer que, grâce aux obligations réglementaires et au volume important que représenteront tous ces véhicules en fin de vie, les processus de recyclage de ces métaux vont s'améliorer. Surtout, notre consommation réelle dépendra du type de voiture que nous construirons. Des voitures d'une tonne, avec 250 km d'autonomie, ou des voitures de 2 tonnes, capables de parcourir 1000 km sans recharge. Entre ces deux véhicules, il faudra 8 fois plus de batterie. Ensuite, quels sont les gains réels en émissions de CO2 ? Quand on comptabilise les émissions liées à la fabrication et à l'utilisation du véhicule, la voiture thermique émet environ 10% par sa fabrication et 90% par les pleins de carburant à l'usage. La voiture électrique est bien plus émettrice à la fabrication, essentiellement à cause des batteries. Tandis que pour les recharges, le contenu en CO2 sera très dépendant du mix électrique. Le bilan réel dépendra donc de la quantité de batterie et du système électrique des pays dans lesquels on la fabrique et on l'utilise. Globalement, en Europe, même avec un mix électrique partiellement carboné, elle est presque toujours meilleure ou bien meilleure que la voiture thermique. Bref, la voiture électrique n'est pas parfaite. C'est une des pistes à développer pour la sobriété de nos mobilités, mais elle ne résoudra pas à elle seule la question de la décarbonation des transports. L'hydrogène est une autre piste évoquée pour les voitures, mais aussi pour les camions, les bus, les avions, les bateaux. Rappelons d'abord comment fonctionne un moteur à hydrogène. Il faut fabriquer de l'hydrogène de façon décarbonée, car aujourd'hui, l'hydrogène est essentiellement produit à partir du gaz naturel, ce qui émet des quantités considérables de CO2. Pour cela, on utilise de l'électricité, on électrolyse de l'eau, qui se transforme en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène est ensuite compressé, stocké, avant d'être réutilisé dans une pile à combustible qui fournit à nouveau de l'électricité. L'hydrogène n'est donc qu'une façon de stocker de l'électricité, comme une batterie. Dans un cycle de charge-décharge d'une batterie, on perd un peu d'électricité qui se transforme en chaleur. La batterie chauffe, de l'ordre de 10%. Mais en passant par l'électrolyse, le stockage de l'hydrogène et la pile à combustible, on perd les 3/4 de l'électricité de départ. Il faudrait donc 3 ou 4 fois plus d'électricité, soit 3 à 4 fois plus de panneaux solaires, d'éoliennes, de centrales nucléaires, pour alimenter des voitures à hydrogène plutôt que des voitures électriques. La conclusion est implacable. Partout où l'on peut utiliser des batteries, il faut les privilégier. N'utiliser l'hydrogène que pour les modes de transport lourds, nécessitant des capacités d'emport importantes, comme les camions lourds, les bateaux, certains trains, peut-être les avions. Et aussi pour l'industrie, en particulier pour la réduction du minerai de fer pour produire de l'acier et pour la fabrication d'engrais azotés. Dans tous les cas, l'évolution de nos modes de transport va réclamer un effort très important, de remplacement des flottes de véhicules existantes, d'adaptation des outils industriels, de déploiement des infrastructures, bornes de recharge, énergie renouvelable, électrolyseurs. Mais si l'on veut que le secteur des transports contribue réellement et rapidement à la neutralité carbone, il faut aussi faire évoluer les modes de fonctionnement de notre économie, nos habitudes, nos normes sociales, nos référentiels culturels. Si nous continuons à seulement compter sur l'innovation technologique, toujours plus efficace, le risque est grand de voir les gains réduits à néant par le phénomène d'effet rebond. Une plus grande efficacité des biens et des services, en énergie ou en ressources, ne fait pas toujours baisser la facture environnementale.
En effet, leur prix baisse et on peut alors en consommer plus. Ainsi, pour les voitures, l'amélioration des motorisations des dernières décennies n'a pas réduit la consommation moyenne de carburant, car leur taille, leur poids, leur puissance a augmenté parallèlement. Beaucoup de constructeurs commencent à réfléchir à une sobriété de fabrication, avec des véhicules plus légers, plus modulaires, plus durables. Mais nous pourrions aller plus loin dans la sobriété, en réfléchissant à une sobriété des kilomètres parcourus, en favorisant une organisation de nos déplacements pour le travail, les loisirs, le tourisme, qui irait dans le sens d'une certaine démobilité. Il ne s'agirait pas d'arrêter de se déplacer, mais de penser à un nouvel aménagement du territoire, une répartition plus harmonieuse de la population, des emplois publics et privés, des commerces de proximité, des services culturels, de santé, dans des villes moyennes et petites, permettant de réduire les distances à parcourir au quotidien. Sur quelques décennies, une telle évolution serait parfaitement réalisable et pourrait même être enthousiasmante.